Donc ce soir, pour ceux qui connaissent, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais faire une présentation vite faite, rapide. Je suis, entre guillemets, je suis un passionné, un chercheur, et je cherche depuis très longtemps tout ce qui touche à l'être humain dans son fonctionnement par rapport à lui-même et par rapport à son environnement. Voilà. Alors ça comprend beaucoup d'outils, ça comprend le décodage verbal, ça comprend les comportements adaptés, inadaptés, ça comprend la gestion du stress, ça comprend tout ce qui touche, tous les outils qui touchent à l'être humain. Alors souvent on me dit mais comment vous faites ? Je fais que ça fait déjà 35 ans que je m'intéresse à la chose. Ma vie et mon vécu ont fait que j'ai été confronté à beaucoup de choses. En ce qui concerne tout ce qui est le côté alimentation, tout ça, j'étais un sportif de haut niveau. J'ai commencé mon cursus à sport-études judo, puis après j'ai continué une carrière. Et puis après je suis passé à des sports moins durs pour le corps, d'accord, comme le vélo, Donc tout ça c'est pour le côté matière, le côté physique. Et pour tout ce qui est côté spirituel, j'ai œuvré dans les sciences humaines. Alors, les sciences humaines, elles ont une fausse connotation. Ça s'appelle sciences humaines, mais ce ne sont pas des sciences, d'accord ? C'est juste l'étude du comportement humain dans son environnement le plus large possible. Voilà, ça c'est les sciences humaines, mais ce ne sont pas des sciences appliquées à l'humain. Voilà. Ensuite, je me suis formé à l'épigénétique, qui est plus récent. Je me suis formé aux neurosciences et puis à beaucoup d'autres outils. Je pratique aussi l'astrologie, à contrario. Donc c'est vrai que des fois on me dit mais c'est antagoniste l'astrologie, les neurosciences. Alors qu'en réalité, tout ce qui touche à l'être humain, il n'y a pas d'antagonisme. Il y a plein d'outils qui existent. Il y a des outils qui sont plus appropriés dans certains cas et des outils qui sont, plus adaptés. Voilà. Par exemple, pour connaître quelqu'un dans son entièreté, l'astrologie est vraiment ce qui existe de plus performant. Maintenant, c'est pas l'astrologie que vous trouvez dans Marie-Claire, c'est pas tout plein de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un désaccord, un soi-disant désaccord entre l'astrologie et l'astronomie. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles sur le fait. En réalité, si ça peut vous intéresser, il n'y a pas vraiment de désaccord entre l'astrologie et l'astronomie. Il y a juste des gens qui veulent tirer la couverture à soi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai pas de parti pris. La réelle différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'astronomie s'intéresse justement au côté matière des planètes, d'accord ? C'est-à-dire rotation, gravité et tout, la masse, tout ça. Et l'astrologie, elle s'intéresse au monde du sens. Donc il n'y a pas lieu d'y avoir de bis-bis entre les deux, puisque on est dans le monde de la matière, et l'autre, on est dans le monde du sens. Donc, à mon humble avis, et ça n'engage que moi, il n'y a pas matière à discuter. C'est vraiment deux mondes différents. Alors après, il y a un argument qui est mis en valeur, c'est oui, mais les planètes ci, les planètes là, mais les astronomes c'est pareil, ils appellent les planètes Mercure, Pluton, ce sont des noms de dieux grecs, et c'est pareil, donc ils travaillent avec des noms qui ne sont pas les leurs. Bon, voilà. Mais là n'est pas le sujet de la conférence, c'était juste pour préciser que voilà. Donc ensuite, il y a d'autres outils ésotériques. Alors, ce que moi j'entends, c'est pas ce qu'entend tout le monde, mais ce que moi j'entends par ésotérique, éso c'est tourné vers soi, à contrario de exo qui est tourné vers l'extérieur. Donc quand j'emploie, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, quand j'emploie le mot ésotérique, c'est tout ce qui est tourné vers soi. Voilà. Sans connotation parce que les gens, quand ils entendent ésotérique, ils ont une connotation de gourou, de quelqu'un qui va les diriger. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, ésotérique, c'est des informations qui sont données, qui vont servir à l'être, au monde intérieur de l'être. Voilà. Pour moi, ésotérique, ça s'arrête là. Il n'y a pas de connotation, de quoi que ce soit. Je vais aller fermer la porte. Allez. Voilà, et juste dernière petite précision, vous verrez de partout
sur mes ou même sur l'association quand ils en parlent, je pratique la naturologie. Donc la naturologie, rien à voir avec la naturothérapie ni avec la naturopathie, d'accord ? La naturologie, c'est toujours pareil, c'est l'étude de l'être dans son environnement sur le plan physique, mental et spirituel. C'est un accompagnement de gens qui ont des problèmes sur ces trois plans. Donc, c'est-à-dire dans l'entièreté de l'être, parce qu'on ne peut pas gérer quelqu'un si on gère qu'un plan ou qu'un aspect. Hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un a un problème de santé, on ne peut pas prendre que le problème de santé. Parce qu'on sait à l'heure actuelle, par diverses études et divers travaux et diverses expériences, que la santé est étroitement liée déjà à une cohabitation que nous avons à l'intérieur du corps, mais aussi à notre démarche émotionnelle et à notre démarche environnementale, qui est maintenant un peu plus connue grâce à l'épigénétique. Hein, l'épigénétique, on sait qu'on peut moduler, c'est-à-dire activer ou éteindre des gènes de notre corps par des comportements ou par des contextes de vie. Hein, ça, c'est scientifique, vous pouvez aller rechercher. Voilà. On sait maintenant que la santé n'est plus l'apanage du physique. Ça, c'est certain. Donc après, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la naturologie, mais voilà. Alors pourquoi logie ? Parce que dans l'approche quantique de la santé, on sait maintenant que tout est vibratoire et que toute parole qui est émise sont porteuses de vibrations qui peuvent engendrer des changements au niveau de chaque être et au niveau du règne. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication trop loin parce qu'après on va zapper la conférence, qui n'est pas celle-là. Mais pensez bien que toute interaction personnelle a un effet pour la personne, mais aussi pour l'ensemble des personnes sur un plan quantique, sur un plan vibratoire. Hein. Donc, naturologie, parce que logie, ça veut dire, la terminaison logie, ça veut dire étude, alors que pathie, ça vient de pathos, du grec pathos, qui veut dire maladie et souffrance. Donc quand vous recevez quelqu'un qui vient voir un naturopathe et qui déjà, alors je viens voir un naturopathe, ça veut dire que déjà vous envoyez des informations et des ondes de souffrance et de pathologie. Voilà, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est prouvé en physique quantique que tout est porteur de vibrations. Donc ces vibrations, elles peuvent être pareilles au niveau personnel, c'est ce qu'on appelle les égrégores de forme pensée, et après quand elles s'amassent, elles ont une influence sur le règne que nous sommes et sur les autres règnes aussi. Voilà. Là, cette fois-ci, je vous ai tout expliqué presque tout sur ma formation. Voilà. Alors ce soir, on va parler de la loi d'attraction. Est-ce que vous connaissez la loi d'attraction ? Est-ce que quelqu'un a entendu parler ? Oui ? Bon, la loi d'attraction, c'est quoi ? Bon, alors, d'abord, la loi d'attraction, elle a été mise au goût du jour par le fameux documentaire qui s'appelle Le Secret. Vous avez entendu parler du Secret ? Voilà. Donc, il y a eu le documentaire d'abord. Ensuite, il y a eu un livre avec un DVD. Enfin, quand vous achetez le livre, vous avez le livre plus le documentaire. Voilà. Alors, pour ma part, c'est un documentaire qui est très intéressant. C'est un documentaire qui est porteur de beaucoup de choses. Ça a été fait par des gens qui connaissent bien leur sujet. Hein. Mais ça a été fait en 2005, donc on est en 2017, il y a 12 ans de ça. Donc maintenant, avec l'avancée des neurosciences et de tout ce qui est phénomène quantique, on s'aperçoit que c'est une bonne base, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Alors, la loi d'attraction, je vais vous la définir très simplement. C'est simple, c'est ce que je pense et ce que je ressens, c'est ce que je vais attirer. Voilà. La loi d'attraction, c'est basique. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi je me mets sur une chaise, comme ça, voilà, je vais penser que je vais, je sais pas moi, par exemple, que je vais monter le col de brosse à vélo, d'accord ? Voilà.
Donc, je le pense, je le ressens, je l'imagine, et après, je peux prendre un vélo, monter le col de Brosse. Ben, ça ne marche pas. Voilà. Je vous dis, vous pouvez essayer, vous verrez, ça ne fonctionne pas. Quand vous allez arriver déjà à l'Escarène, vous allez vous asseoir sur un banc. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui manque là-dedans. D'accord ? Alors, après, vous avez d'autres exemples qui sont peut-être un peu plus faciles. Vous l'avez peut-être tous vécu, ça. Si vous êtes à la maison, vous devez aller à un rendez-vous, et vous dites, tiens, je vais avoir une place de parking libre. D'accord ? Voilà. Je vais avoir une place de parking. Alors, vous le répétez bien, je vais avoir une place de parking, et vous arrivez, vous avez une place de parking. D'accord ? Voilà. Ça, comme l'expliquait Jung, là je ne vous ai pas dit, mais j'ai aussi une formation en psychologie, mais en psychologie jungienne. Hein. Freud je connais, mais je préfère Jung. Voilà. Donc, la synchronicité de la définition de Jung, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui se répercute dans l'inconscient universel. Vous connaissez la théorie de Jung sur ce sujet-là ? Bon, Jung il part du principe qu'il y a 3 paramètres chez l'être humain. Il y a l'inconscient personnel, c'est-à-dire le nôtre, il y a le conscient et l'inconscient universel. Voilà. Donc, de par une action d'onde et de vibration, par la pensée, on peut se connecter à l'inconscient universel et faire arriver une synchronicité. Par exemple, vous êtes à la maison, ça arrive à tout le monde, hein, vous entendez le téléphone sonner, ah tiens, ça c'est ma sœur. Ça, si vous avez une sœur, hein, voilà. Vous allez, vous dites, ah ben c'est toi ma sœur, voilà. Ben, ça c'est pareil, ça c'est vous reliez à l'inconscient universel. On a cette faculté. Alors il y a des gens qui le travaillent, hein, chez qui ça marche très bien, et il y a des gens chez qui vous avez des personnes qui sont, comment je vais dire ça, plus aptes à se connecter, et si vous êtes très dans le monde mental, ben vous vous connectez rien du tout, ça fonctionne pas, d'accord ? Parce que votre mental, il va vous déconnecter de cet inconscient universel. Bon, enfin, tout ça pour en revenir à notre cher Jung, qui lui a expliqué cette synchronicité par rapport à ces actes-là. Hein. Ce sont des gens qui se relaient à l'inconscient universel, et ce que pense votre sœur qui est à 500 km, ben, l'autre sœur va pouvoir le ressentir par rapport à cette masse qui entoure tout le monde. Imaginez-vous que l'inconscient universel, pour vous donner une idée, c'est toute cette énergie que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas toucher et qui vous paraît à vous, qu'on appelait avant l'énergie du vide. Après, les scientifiques, depuis la physique quantique, se sont aperçus que ce n'était pas du vide, c'est vraiment de l'énergie où circulent des informations. Voilà. Eh bien, tout le monde baigne dans cette énergie. Cette énergie, elle est porteuse d'informations, et de ce fait, on peut tous capter des informations qui est dans cette énergie-là, qui nous entoure. C'est le même phénomène qui explique la fonction astrologique. C'est pas les planètes qui nous influencent directement, c'est parce que les planètes, elles baignent aussi dans cette énergie, et automatiquement, nous, on y baigne aussi dedans. C'est comme la mer, d'accord ? Si vous baignez dans la mer, on est dans la même eau. Et dans cette eau, il y a des informations. Eh bien, c'est exactement pareil pour tout ce qui nous entoure en tant qu'énergie qui est plus du vide maintenant, qui est vraiment considérée comme une énergie pleine. Hein, mais seulement elle est moins dense que celle dans laquelle nous vivons autour de nous. Donc, pour revenir à la loi d'attraction, c'est ce que je pense, ce que je ressens, je l'attire à moi. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit peu simpliste. Mais c'est normal, hein. C'est grâce à ce documentaire et c'est grâce à ces trois lignes que les gens se sont ouverts à ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Parce que, et en même temps, ça fait prendre conscience aux gens qu'ils étaient responsables de leur devenir, parce qu'ils sont responsables de leurs pensées. Si vous pensez à quelque chose de négatif, ben, au bout d'un moment,
cette négativité, elle va se créer. Et ça rejoint la physique quantique qui dit que nous vivons dans un monde de probabilités et de par le regard de l'observateur, il y a une de ces probabilités qui va se créer. Donc c'est vraiment par notre action qu'on crée une de ces potentialités qui existent parmi plusieurs. Vous connaissez le principe? Non? Bon. Ben, la physique quantique, elle dit ceci. Il y a une masse de potentialités et par rapport à notre positionnement, on va en créer une. Voilà. Et on la crée comment? Ben, toujours pareil, par notre comportement, par nos pensées et par nos actions. Ce qui indique que nous sommes vraiment créateurs de notre vie. Vous savez, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on se cachait facilement derrière le fait que c'est pas moi, c'est le contexte. C'est pas moi, il m'est arrivé ça, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci. Bon, enfin, vous connaissez, si vous vous intéressez un peu à cette spiritualité-là, vous savez très bien qu'avant, on mettait facilement la faute à l'extérieur pour ce qui nous arrivait. Alors que maintenant, la démarche, elle s'inverse. C'est tout ce que l'on vit, c'est nous qu'on le crée. Donc quelque part, c'est vrai que il y a des gens, quand les gens sont des gens qui ont besoin de sécurité, ils s'affolent un peu parce que tous ceux qui vivent, ils prennent conscience que c'est eux qui le créent, donc tout ce qu'ils ont vécu qui n'était pas très bon, ils en sont responsables. D'accord? Voilà. Donc pour aller un peu plus loin dans la loi d'attraction, on ne peut pas définir vraiment, il manque des choses. Ce que je pense, ce que je ressens, je l'attire à moi, voilà, c'est bien, mais il manque. Il manque quoi à votre avis? Par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je n'ai peut-être pas pris un bon exemple, col de brosse n'intéresse pas tout le monde, mais voilà, si vous pensez, voilà, par exemple, si vous, voilà, c'est la loi d'attraction, il manque l'action. Après, on va venir aux croyances. Il manque l'action. Si moi je reste sur ma chaise et que je pense monter le col de brosse, que je le ressens, je me mets à transpirer et tout ça, quand je vais monter sur mon vélo, je suis désolé, mais je ne vais pas arriver à le monter. Donc il manque une action, mais cette action, il manque une action, il manque une persévérance, d'accord? Et il manque un laps de temps. Alors, la loi d'attraction, dans les derniers travaux des neurosciences, ce qui est intéressant, c'est que il est absolument essentiel d'émettre une action. Si on veut se servir de la loi d'attraction, si on veut changer les choses, il faut émettre une action. Voilà. Donc l'action, c'est quoi? Je pense que je vais le monter, je m'imagine en train de le monter, en train de transpirer, sentir mes muscles, tout ça, et en plus je vais m'entraîner. Voilà. Hein? Ça, c'est l'action. Alors, si vous joignez les trois, là, vous avez une chance d'arriver à votre but. Et je vous ai choisi cet exemple-là parce que, en réalité, je voulais en venir à un but. C'est que quand je coach des sportifs de haut niveau, c'est un des outils, c'est la visualisation de l'effort, mais avec un entraînement derrière. D'accord? Quand j'entraîne, par exemple, un cycliste, le cycliste, quand il roule, je le fais visionner en même temps son effort musculaire. D'accord? Pour qu'il en prenne bien conscience. Et je le fais imaginer son parcours et l'arrivée. Je lui fais imaginer l'arrivée en vainqueur, bien entendu. Hein? D'accord? Mais avec tout ce qui peut engendrer quand vous passez une ligne d'arrivée. Les applaudissements, la sensation de bonheur, d'accord, tout le contentement, le relâchement musculaire, tout ce qui fait une victoire. Voilà. Et là, c'est porteur. Parce qu'il y a une action, en plus du ressenti, en plus de la pensée, et il y a aussi l'imagination, qui fait qu'il va vivre sa course avant de la faire. Et le jour où il va la faire, il va être beaucoup mieux préparé que celui qui n'a pas vécu la course. Bon, ce que je vous explicite là, c'est un petit peu ancien, parce que nous, quand on arrivait par exemple au championnat de France, avant les combats, notre prof, il nous faisait imaginer le combat.
D'accord? Voilà. Pour que quand on arrivait sur le tatami, on y soit mieux préparé que les autres. Bon, si l'autre faisait pareil, on était match nul déjà au départ. Bon, ensuite, il y a aussi une embûche à cette loi d'attraction, c'est ce qu'on appelle les pensées limitatives. En psychologie, ça s'appelle comme ça. Alors, les pensées limitatives, elles ont pour ennui de changer l'état interne de la personne. Alors, vous le trouverez un peu partout, l'état interne, ça se met EI majuscule. Ils écrivent plus entier l'état interne, c'est EI, donc vous saurez que c'est état interne. Voilà. Donc, ces pensées limitatives, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Alors là, je vais prendre certainement un exemple qui va vous intéresser un petit peu plus, c'est l'argent. Parce que le vélo, c'est bien beau, mais bon, ça ne fait pas avancer tout le monde. Hein. Voilà. Donc l'argent. Si vous voulez vous servir de la loi d'attraction pour avoir plus d'argent, d'accord, et que vous mettez en place tout ça, et des fois, ça ne marche pas. D'accord? Vous avez des gens, ils font tout bien comme il faut, et ça ne fonctionne pas. Ils vous disent, ah là là, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans que j'extrapole et que tout ça, et ça ne fonctionne pas. Bon. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des pensées limitatives. Une pensée limitative, alors elle peut être de plusieurs origines. Elle peut être d'origine parentale. Si par exemple vos parents avaient une mauvaise approche de l'argent, vous la gardez à l'intérieur de vous. Vous la gardez dans votre subconscient. Ce que Jung appelait le subconscient personnel, pas l'universel. D'accord? Donc, vous allez garder en tête cette approche de l'argent, et chaque fois où vous allez mettre en place cette loi d'attraction, par derrière, il y aura cette pensée limitative. Alors, les exemples les plus connus, c'est... par exemple, dans votre famille, vous avez toujours entendu dire, oh, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est les gens qui ont de l'argent, ils sont pas sympas, toutes sortes de dénigrements sur les gens qui ont de l'argent. Inconsciemment, vous allez garder ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle une pensée limitative, et vous allez mettre en place la loi d'attraction avec des pensées inconscientes de ce genre-là, et forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a toujours une solution à tout, Pierre. Donc, la solution à ces pensées limitatives, c'est avant de mettre en place, pour une loi d'attraction dans un domaine bien précis, de ce qu'on appelle de vous faire un questionnaire. Alors, le questionnaire, au plus simple, il a trois questions. C'est, dans ma famille, comment était vu le domaine? D'accord? Voilà. Donc, dans votre famille, vous regardez quelle était l'approche de l'argent dans votre famille. Voilà. Tout ce qui peut en dépendre, c'est-à-dire comment votre père ou votre mère voyait l'argent. Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous étiez petit, si vous pouvez avoir un reliquat là-dessus, quand il vous parlait d'argent? Est-ce qu'il vous disait, ah, c'est dur de gagner l'argent? Rien que ça, si on vous répète toute votre enfance, ça, c'est dur de gagner de l'argent, quand vous mettrez la loi d'attraction en place, vous garderez ça dans votre subconscient, la loi d'attraction, chaque fois vous penserez à l'argent, inconsciemment, vous penserez, c'est dur. Donc si vous pensez que c'est dur, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction, elle doit être en adéquation avec vos pensées les plus profondes. Parce qu'en réalité, la loi d'attraction, elle ne vient pas de votre mental, elle vient de ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on dit « je pense et je ressens ». Si votre pensée mentale consciente, elle est « je veux ça », et si votre ressenti, pour X raison, il n'est pas en adéquation, la loi d'attraction, les sous, vous pouvez les attendre. Hein. D'accord? Donc, il y a une belle image. Il y en a 2 d'images pour bien vous faire visualiser ça. Alors je vais en sortir, je vais prendre celle de l'arc japonais, puisque je suis aussi de formation orientale, donc je vais vous prendre celle-là.
Vous connaissez ce sport au Japon, le tir à l'arc. Vous voyez ces grands arcs, ça vous dit quelque chose? Voilà. Eh bien, l'arc c'est quoi? Ça s'appelle une ligne de tir. C'est-à-dire que le monsieur qui va tirer à l'arc, d'accord, il va bander son arc et il va mettre son œil sur la flèche, d'accord, la flèche dans la cible, et en même temps il va la ressentir partir, la flèche. Et mentalement il va la voir arriver dans la cible. Ben, c'est ce qu'on appelle un alignement. Et dans la loi d'attraction, s'il n'y a pas cet alignement entre le mental inconscient, les actions posées et un entraînement, une ténacité, eh bien ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il faut absolument que tout ça, ça soit mis en synergie. Et on en vient à quelque chose qui manque dans notre société, que vous comprendrez de suite quand je vais vous le dire, c'est la cohérence. Voilà. Nous sommes dans une société qui est grandement incohérente, parce que les gens, ils vont vous dire un truc, ils vont faire le contraire. Ben, si vous faites comme ça, quand vous mettez la loi d'attraction en place, ça ne fonctionne pas. Il y a autre chose aussi qui empêche la loi d'attraction d'être mise en place, et vous avez dû tous le vivre à un multiple niveau, c'est le fait de, vous savez, de dire « Ah, moi je veux de l'argent ». Et puis vous avez un petit truc à l'intérieur, là, vous savez, dedans, là, qui vous dit « Ah, l'argent, moi, quand même, moi, bon, trop, ça me plairait pas trop, ou juste ça, mais un petit peu moins ». Ben là, la loi d'attraction, vous la foutez en l'air aussi. Voilà pourquoi la loi d'attraction, chez beaucoup, elle ne marche pas, parce qu'ils ne sont pas alignés dans leur demande. D'accord ? Donc, pour toute chose que vous désirez, il faut absolument que vous soyez alignés dans l'ensemble de votre démarche. Et si ça s'arrêtait là, ça serait encore trop simple. Voilà. Donc, les neurosciences prouvent depuis quelques années que si en plus on ne se met pas dans un état de, je vais dire, de bonheur. Alors, de bonheur, c'est pas du bonheur comme on l'entend à l'état matériel. Hein. C'est-à-dire, si on se met pas dans un état où on ressent que du bien-être, si vous préférez, s'il y a une once, alors une once c'est très petit, hein, tout petit. S'il y a une once de mal-être dans votre pensée et dans votre manière de vous aligner, et ça ne fonctionne pas. Voilà. D'accord ? Alors, au préalable, avant de vous mettre dans la loi d'attraction, et c'est pour ça que la loi d'attraction, en réalité, a ouvert sur le développement personnel. Parce que s'il y a du mal-être, ça ne fonctionne pas. Donc, pour pouvoir mettre de la loi d'attraction en place, déjà, il faut être dans le bien-être. Et pour être dans le bien-être, eh bien, il y a des actions dont je vais vous parler, pour que vous soyez dans un état de bien-être qui va vous permettre justement de mettre en place cette fameuse loi d'attraction. Alors c'est quoi être dans le bien-être pour la loi d'attraction, j'entends? Ben, c'est avoir des pensées qui vous font du bien. D'accord? Pas des pensées dans le genre... vous savez, vous avez des gens, et j'en ai beaucoup en consulte comme ça, quand vous discutez avec eux, c'est « Ah ben je suis con, ah ben je suis bête ». Et sur 2 heures de consulte, ils l'ont au moins dit 10 fois. Bon, ben ça, c'est pas des pensées qui vous mettent dans le bien-être, hein, d'accord ? Les pensées de critique, c'est pareil. C'est pas des pensées qui mettent dans le bien-être. Quand vous êtes, vous entendez ça autour de vous. Alors c'est vrai que des fois, ça paraît bizarre quand on dit ça, parce que les gens se disent ah oui, ben on est bien obligé. Non, on est obligé de rien. Quand vous entendez tous ces gens qui disent ah lui c'est ci, ah ben lui c'est ça, lui mon voisin, tout ça, ça vous pourrit les pensées, hein. D'accord ? C'est pas moi qui vous le dis, c'est prouvé par IRM, hein. Quand on mesure les pensées, la nocivité des pensées et tout ça, eh bien on s'aperçoit que toutes ces pensées parasitent votre bien-être. Après, toutes les situations conflictuelles parasitent vos pensées.
tout stress, tout stress inadapté. Parce que chez l'être humain, il y a un stress adapté et un stress inadapté. Alors, le stress adapté, c'est celui qui vous sauve la vie. C'est celui-là, d'accord, qui fait monter l'adrénaline qui va faire monter le cortisol, et le cortisol qui va vous donner toutes les possibilités pour vous sortir de la mouise. Voilà, ça c'est le stress adapté quand vous traversez une route et qu'il y a une voiture. Vous avez un système automatique qui vient du cerveau reptilien qui fait que vous percevez les dangers sans vous en apercevoir. Et de ce fait, quand il y a un danger, tout ça se met en route et ça vous sauve la vie. Bon, maintenant, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de rhinocéros, il n'y a plus de tout ça dans les rues. Il y a juste des voitures. Voilà. Mais on a gardé ce réflexe. Le cerveau reptilien, on l'a toujours, bien heureusement, et on a gardé ce réflexe de danger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress adapté. C'est celui qui vous sauve la vie dans tous les cas. Voilà. Par des réactions physiologiques. Alors si vous voulez, après, je vous détaillerai les réactions physiologiques du corps en état de stress, juste pour vous dire que si vous stressez pendant 1 heure, vous en avez pour 7 heures à vous en remettre. D'accord, de la sécrétion de cortisol qui va vous bouffer le système nerveux, les neurones et tout le reste. Voilà. Si vous voulez, on en parlera si ça vous intéresse. Donc, après, vous avez, ça c'est le stress inadapté. Le stress adapté vous sauve la vie et tout le reste c'est que du stress inadapté. On ne devrait pas stresser en réalité. D'accord ? Pourquoi ? Vous allez me dire comment on peut enrayer le stress. Il y a une question très simple. Est-ce que mon intégrité physique est en jeu ? Voilà. C'est tout. À ce moment-là, si votre intégrité physique est en jeu, c'est du stress adapté. Si votre intégrité physique, elle n'est pas en jeu, tout le reste, c'est du stress inadapté. D'accord ? Et la deuxième grosse embûche, c'est la peur. La peur, pourquoi ? Parce que la peur, ça vous met dans un état de stress, donc forcément tout ça. Mais la peur de par elle-même, elle est inhibitrice. Quand un être humain, il est dans la peur, il n'est plus capable de penser correctement. Donc là aussi, si vous voulez, on gardera un peu de temps pour les questions à la fin. Quand un être a peur, il n'est plus apte à penser correctement. Donc de là, la loi d'attraction, c'est pareil, vous la mettez de côté. D'accord ? Donc, il y a un processus de la loi d'attraction qui dit que il est recommandé au maximum de se mettre dans un état de bien-être. Alors, je sais, puisqu'en consultation, c'est toujours « Ouais, mais comment voulez-vous, j'ai mon patron, j'ai mon machin... » Je sais, on est tous pareils, on a tous des soucis, mais on ne parle pas des soucis de la vie. Et d'ailleurs, si vous vous mettez dans un état de bien-être, vous verrez que des soucis, vous en aurez beaucoup moins. Parce que l'avantage que j'ai depuis des années, c'est que comme je touche à tous les outils, je prends les gens sous tous les angles. Voilà, une personne elle arrive pour un truc, c'est ce truc-là, mais je la prends pour tout. Voilà, je fais une panoramique holistique de la personne. Et vous vous apercevez que quand vous traitez les gens, quand vous les informez des divers moyens de se réapproprier des comportements adaptés, il y a quand même beaucoup de contextes désagréables qui disparaissent. Il y en a même pour certains qui appliquent les choses de manière assidue, il y a 80% des contextes désagréables et des problèmes qui disparaissent. Ne serait-ce que les problèmes de santé, déjà, quand vous reprenez une alimentation physiologique et une vie physiologique par rapport aux êtres que vous êtes, et que je suis aussi, je ne suis pas différent, pas un extraterrestre, vous avez beaucoup de choses qui disparaissent. D'accord ? Parce qu'une bonne partie de notre mal-être, du moins sur le plan matière et sur le plan psychologique,
mais vient déjà de notre alimentation, puisque vous avez dû entendre parler de ça aussi, l'intestin, deuxième cerveau et compagnie, tout ça là, d'accord? Pourquoi? C'est très simple, et ça déjà on le sait depuis Hippocrate, hein. On a un système nerveux qui relie le cerveau à l'intestin, et pendant longtemps on a pensé qu'il allait que dans un sens, c'est-à-dire du cerveau à l'intestin, mais qu'il n'y avait pas de retour. Maintenant, on sait que dans l'intestin, on fabrique aussi des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, et il y a une relation directe entre l'intestin et le cerveau. D'accord? Donc, partant de là, si vous mangez, c'est un exemple, hein, si vous mangez n'importe quoi tout le temps, vous allez mettre en vrac vos intestins, et si vos intestins sont maltraités, votre cerveau, il ne va pas tourner à 100%. D'ailleurs, maintenant, il y a même dans beaucoup de travaux et de littérature où on peut quantifier l'état mental d'une personne par rapport à ce qu'elle mange. Donc, riche de ces expériences-là, si vous voulez vous mettre dans un état de bien-être, revoyez un peu votre alimentation et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont changer. Alors ça paraît faramineux comme ça, mais je vous garantis que je peux vous le faire dire, c'est le changement d'alimentation, au bout de 3-4 mois, vous voyez les choses de manière totalement différente. Sans parler de la reprise d'énergie, le matin vous ne vous levez plus comme ça, vous vous levez bien, vous dormez mieux, et plein de choses, vos articulations s'en sentent rajeunies et puis tout le reste. Hein, voilà. Donc, tout ça pour en revenir à la loi d'attraction, qui dit que il faut vous mettre dans le bien-être. Et le bien-être aussi, ça comprend le bien-être psychologique. Si vous vous dévalorisez, si vous vous dénaturez de quelque manière que ce soit, vous n'êtes plus dans le bien-être. Et vos systèmes de pensée ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Donc si votre système de pensée ne fonctionne pas comme il devrait être, la loi d'attraction c'est pareil, hein, elle passe à côté. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que de je pense et je ressens et j'attire ce qu'il faut. Puisque, à contrario, quand vous êtes dans un état de pensée, je vais dire négatif, vous attirez pareil. Hein. La loi d'attraction, elle ne marche pas que pour le positif, hein, quand elle marche. Mais seulement, pour le côté négatif, c'est beaucoup plus facile, parce que la plupart des gens sont dans le côté négatif. Et quand on sait que les pensées négatives attirent les pensées négatives, vous vous retrouvez autour de vous qu'avec des gens qui ont des pensées négatives. Et eux, ils vont faire pareil, ils vont vous renforcer les vôtres. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça s'appelle un égrégore de forme pensée. Et un égrégore de forme pensée, ça vous pourrit la vie à longueur de temps. Parce que si vous le travaillez bien, l'égrégore de forme pensée négative, ça fait comme un casque intégral de moto que vous avez tout le temps autour de la tête sur votre corps éthérique. Et de ce fait, vous vivez dans ce brouillard négatif. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, les gens dépressifs, parfois, et même souvent, à moins que vous soyez très costaud ou très positif, ils arrivent à vous faire pencher de leur côté. Quand vous êtes qu'avec des gens, je ne sais pas si moi ça m'est arrivé de par mon activité, mais quand vous êtes qu'avec des gens négatifs déjà, et avec des gens dépressifs en plus, au bout d'un moment, je vous garantis qu'il faut aller prendre l'air. Hein. Sans ça, vous partez avec eux. Hein. Mais c'est très compréhensible de par toutes ces explications-là. Hein. Donc aussi, si vous voulez vous faire du bien, entourez-vous de gens positifs, qui, de par leur positivité, vont vous aider, c'est pas à but non lucratif, hein, ils vont vous aider à vous transformer mentalement et de ce fait à récupérer des pensées adéquates à la loi d'attraction. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça la loi d'attraction. Hein. Mais si vous regardez ce documentaire, je crois qu'il y est sur YouTube. Il y est. Regardez-le, si vous avez envie, bien entendu, et vous verrez que
il y a des moments où c'est très simpliste quand même. Mais si vous le regardez en ayant ces informations-là, vous verrez que des fois, dans des exemples qu'il donne, c'est pas juste je pense et je ressens et ça arrive. Hein. Il y a des actes qui sont posés, il y a des contextes qui sont posés, il y a un travail sur la personne et c'est pour ça que ça a ouvert la porte au développement personnel. Parce qu'on s'est aperçu que si on travaillait pas sur soi, eh ben les choses ne fonctionnent pas. C'est pas possible. Alors je donne toujours un exemple. Si vous cherchez à faire pousser un arbre sur un terrain pourri, eh ben l'arbre ne poussera pas. Ou alors il va pas vivre longtemps, ou alors il va pas grandir comme il devrait grandir. Eh ben pour nous c'est pareil. Si on cherche à mettre en place la loi d'attraction sur une personne qui n'est pas comme elle devrait être, eh ben ça fonctionne pas. Alors a contrario, c'est pas la loi d'attraction qui fonctionne pas, hein, c'est la personne qui fonctionne pas comme elle doit. Parce que elle, la loi d'attraction, si vous vous mettez dans le bon alignement, ça fonctionne. Donc souvent on me dit ouais ben la loi d'attraction ça fonctionne pas. Je dis non, c'est pas la loi, c'est vous qui fonctionnez pas comme il faut. Alors là, ça ouvre sur des choses. Vous avez des gens qui sont dans la résistance, donc ils vont argumenter de manière à que c'est pas eux, c'est voilà. Et les gens qui sont un petit peu plus dans un mouvement créateur, eh bien à ce moment-là, ils vont se remettre en question. On va dire ah oui c'est vrai, moi ça, oui je pense ça c'est voilà. Donc si j'ai un conseil, c'est juste un conseil que je vous donne. Déjà essayez de lister tous vos actes et vos pensées inadéquates dans tous les domaines. C'est-à-dire si vous avez ce que j'appelle moi gentiment une facilité à la critique, d'accord, c'est lui-ci, lui ça au travail, machin, dehors, bon copain, bon ci, bon là, arrêtez. Vous pourrissez, et je vous le dis avec beaucoup d'amour, vous pourrissez vraiment la vie. Stoppez cette petit à petit, corrigez-vous, parce que c'est vraiment, vous pourrissez la vie réellement. Je vais vous donner un exemple de pourrissage de vie. Parce que celui-là, en général, il passe bien. Un homme dont la femme est en retard. D'accord, elle lui a dit, bon chérie, je rentre à 20h et il est 21h et elle n'est pas là. Voilà. Et ce monsieur, il a ce que je vais appeler le défaut de jalousie. Donc qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Voilà, très heureux. C'est exactement ça. Il va extrapoler, il va ruminer, mais il va extrapoler des choses faramineuses, alors qu'il n'en sait rien, d'accord? Il n'en sait strictement rien. C'est peut-être juste arrêter à faire des courses, ou aller rencontrer une amie, ou aller savoir quoi. Eh bien, la personne, par la pensée déjà, elle va faire un schéma, ce qu'on appelle, ou même, moi j'aime bien employer le terme de scénario. Voilà, elle va se faire un film. D'accord, voilà. Donc, quel film elle va se faire? Ouais, elle a dû rencontrer quelqu'un, alors il va attendre un peu, il va ruminer, putain, elle n'est pas là, machin, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, bon, enfin, voilà. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le téléphone. Il va téléphoner. Et le pire, c'est si elle ne répond pas. Alors là, je ne vous dis pas. Là, c'est catastrophique. Elle est avec quelqu'un, elle ne me répond pas, elle a dû rencontrer, ou c'est son collègue du travail, mais lui, je ne l'aime pas déjà d'emblée, alors s'il faut, voilà. Enfin bon, je vous passe, je ne vais pas vous faire le film entier quand même. Voilà. Et, sur ces entrefaits, au bout d'un moment, arrive la dite dame. Donc vous vous doutez bien comment il va l'accueillir, hein, d'accord? Si vous ne pouvez pas un dessin non plus. Hein, voilà. Donc ça, la nana, elle va se faire accueillir une fois comme ça. Non, si elle est sympa, déjà. 2 fois, 3 fois. Et un jour, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle va prendre un amant, comme ça, à force d'entendre ça, elle va prendre un amant, ou alors elle va le quitter. Elle va dire, bon maintenant, j'en ai marre de tes crises de jalousie et je m'en vais. Et si vous interrogez l'homme, qu'est-ce qu'il va vous dire? Moi, je vais vous dire ce qu'il va vous dire, l'homme. Ah, mais c'est pas ma faute, elle arrive en retard, elle m'avertit pas, et moi, j'ai rien fait, et c'est pas ma faute. Voilà. D'accord? Tout ça parce qu'il a un comportement inadapté qu'il ne corrige pas, qui en plus, il met la faute sur l'autre. C'est pas la sienne, hein, surtout pas. C'est la faute de sa femme. Et tout ça, ça va créer dans sa tête un schéma
de pensée, et à chaque fois où sa femme, elle va avoir 5 minutes de retard, ben, ce schéma, il va se remettre en marche. Et un jour, sa femme, elle va se tirer, il va pleurer. D'accord? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il est vraiment essentiel de corriger tous ces démarches mentales dont on est porteur. Alors, en premier, avant d'employer la loi d'attraction, vous prenez un papier et vous regardez de partout où vous êtes vrillé. Voilà. Alors, des fois, on n'est pas conscient non plus. Alors, il y a un système quand on n'est pas conscient des choses. Faites déjà ce dont vous êtes conscient, et pour ce que vous n'êtes pas conscient, il y a vraiment un système imparable. Parce que l'être humain, il est bien fait, la vie, elle est bien faite, toute cette énergie d'amour, elle est faramineuse, donc on a tous les outils si on veut, hein. C'est pas qu'on les a pas, c'est qu'on s'en sert pas. Voilà. Donc, la deuxième chose, vous listez les contextes récurrents. Ce qui vous arrive de mauvais dans la vie plusieurs fois. Et là, déjà, vous avez une bonne indication de ce qu'il y a à corriger. D'accord? Vous savez, les gens qui se marient 15 fois, là, qui se disent, ah ben c'est pas moi, je trouve pas, hein, voilà. Ou ceux qui replongent dans des addictions, ou ceux qui ont, voilà. Chaque fois que vous vivez une situation récurrente, ben c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Et ensuite, pour faire simple, hein, c'est un petit peu plus complexe, mais pour faire très simple, la troisième chose, c'est regarder les actes que vous posez. Parce que les actes, eux, ils mentent pas. Nous, on peut broder qu'est-ce qu'on veut, parce que notre cerveau, c'est notre ami. Donc, il fonctionne pour nous, dans le bien comme dans le négatif. Hein. Donc, pour éviter ce qu'on appelle, nous, dans le métier, le brodage du cerveau, eh bien, vous regardez les actes que vous posez. Si vous dites à votre ami un truc et que vous faites le contraire, ben, c'est que là aussi, il y a quelque chose à corriger. Si vous dites à votre ami, tiens, moi j'adore les millefeuilles, et qu'un dimanche il vous amène un millefeuille, vous dites, qu'est-ce que c'est ça, j'en veux pas. D'accord? C'est que vous n'êtes pas cohérent. Et la quatrième chose, c'est récupérer une cohérence par rapport à l'être que vous êtes. Là, je crois que le plus gros problème qu'on retrouve à l'heure actuelle dans notre société, alors c'est pas que mes consultations, hein, c'est parce qu'on est un consortium et qu'on discute aussi entre nous et qu'on se fait des retours. Je crois que l'incohérence, c'est ce qui bat les records. Vous voyez même les parents avec les gamins qui sont d'une incohérence faramineuse, ils leur disent non et puis 10 minutes après c'est oui. Ben, le gamin, sa construction, elle est en vrac, c'est fini. Si vous lui faites 3 fois ça, le gamin, ben, vous le récupérez plus. Après, les gens se plaignent, mais bon, voilà. Entre mari et femme, il y a aussi des incohérences faramineuses. Dans le travail, je vous en parle pas. Et en amitié, c'est pas mieux. Voilà. Donc, récupérer une cohérence, c'est pas facile à l'heure actuelle. Hein. Ça veut dire quoi, une cohérence? Ça veut dire faire ce que je dis. Eh bien, regardez si dans votre fort intérieur, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, ben vous vous regardez. Il ne s'agit pas de vous flageller ou de vous dire ne tombez pas, n'allez pas dans le côté négatif. Hein, mais regardez avec beaucoup d'amour et sans jugement pour vous-même. Hein, et au contraire, avec beaucoup de compassion, si vous êtes toujours bien aligné entre ce que vous dites et les actes que vous posez, hein. Et vous allez voir qu'il y a bien des fois où ça ne correspond pas tout à fait. D'accord? Donc il ne s'agit pas, comme je vous dis, de dire je suis ci, je suis là. Non, c'est normal. C'est quelque chose que l'on a acquis déjà des parents, du comportement sociétal, surtout le comportement sociétal qui vous dit toujours faites pas ci et eux ils le font. Donc on est dans une incohérence de société. Donc nous vivant dedans, si on ne fait pas attention, on se laisse embarquer. D'accord? C'est pas quand vous voyez comment ça tourne. Les gens déjà qui nous gouvernent, je fais pas de politique, je m'en fous complètement, mais les gens qui nous gouvernent vous disent un truc puis ils en font un autre. Donc déjà dans notre psyché, vous savez que en réalité les gouvernants inconsciemment
ce sont quand même pour nous des gens qui servent d'exemple. D'ailleurs, si vous entendez parler des gens qui sont déjà d'un certain âge, ils ont un respect ils avaient un respect, parce que maintenant, ce qu'ils voient, des fois ça change. Ils avaient un respect pour déjà le maire, le ministre, c'était des gens qui étaient respectables, donc nous, de par notre mémoire cellulaire, vous savez que dans nos cellules, on a une petite partie où il y a de la mémoire, hein, d'accord, et où on transporte tout ça, et on a encore cette image du haut personnage qui est respectable, qui est vertueux, d'accord. Et bien, ça nous met dans l'incohérence, puisqu'en réalité, les actes qu'ils posent, ils ne sont pas en rapport avec l'image que l'on en a. Voilà. Donc, la cohérence est vraiment quelque chose à récupérer si vous voulez être dans un bien-être mental. Voilà. Je dis un truc, je le fais. Bon, des fois, vous pouvez dire un truc et pas le faire. Si c'est occasionnel, ça peut passer. Mais si c'est souvent, vous dites un truc et vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas poser une loi d'attraction. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que la loi d'attraction, elle ne fonctionne que quand là et là, c'est la même chose. Voilà. Et c'est vraiment une condition sine qua non pour qu'elle fonctionne. Alors pour le parking, c'est sûr que c'est plus facile, hein, mais c'est plus de la synchronicité que voilà. Mais la loi d'attraction en elle-même, c'est corriger cet état-là, corriger les pensées limitantes, parce que ça aussi on en est porteur de pas mal, et interrogez-vous réellement sur ce que vous voulez, mais vraiment, pas, comment vous dire, vous avez tous certainement vécu ça, moi j'ai des gens qui me disent, moi je veux de l'argent, mais en réalité quand vous parlez avec eux, ils veulent pas de l'argent, c'est parce qu'on est dans une société qui fonctionne avec de l'argent, mais eux ils ont des goûts qui sont un petit peu plus simples, ou des demandes, mais ils demandent de l'argent parce que tout le monde demande de l'argent, comprenez? Donc ils sont pas en rapport à eux-mêmes, si vous préférez, ils sont interférés, ça s'appelle comme ça, hein, ils sont interférés par les pensées environnantes. Ça aussi, c'est porteur de problèmes. Soyez dans vos pensées, dans vos demandes. Alors, il y a aussi, moi je prends toujours un système, parce que c'est celui qui fonctionne a priori le mieux, c'est de prendre un papier, un crayon, et de marquer vos besoins. Parce que le fait de les marquer, de les écrire et de les relire, des fois vous dites non, ça c'est pas moi, d'accord? Alors que de les dire simplement comme ça, le cerveau lui vous arrange. Mais quand vous l'écrivez, que vous relisez, et si en plus vous arrivez à vous mettre en spectateur, d'accord, c'est-à-dire en simple relecteur, sans vraiment vous mettre de côté votre mental, vous le relisez avec le cœur, comme on dit. D'accord, avec votre intérieur, avec votre ressenti, vous dites non, ça c'est pas moi. Donc ça aussi c'est un exercice que je vous conseille, c'est de dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tant d'argent? Alors, il y a moi j'aime bien cet exemple, c'est un monsieur, c'est un Américain, hein, gentil. Lui, il voulait $100,000. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de la loi d'attraction avec vous le verrez si vous regardez le documentaire. Lui, il s'est fait carrément une image, ce qu'ils appellent un tableau visuel. C'est-à-dire, il a pris un billet et il a marqué 100,000 dessus. Il a collé dans un cadre, il a collé au plafond et tous les matins quand il se réveille, $100,000. Voilà. Bon, à force, et comme il était aligné, on lui a pas donné $100,000 comme ça dans la main en disant tiens, mais il a eu une idée qui lui a rapporté $100,000. Et pourtant, l'objet de cette action, il avait déjà depuis un certain nombre d'années, mais il n'avait pas eu l'idée d'en faire quelque chose. Donc la loi d'attraction lui a simplement permis l'idée, donc c'était de faire éditer un livre qui a été vendu à 400 000 exemplaires et il a tiré $100,000. Voilà. Et ce livre, il l'avait déjà depuis un certain temps. Mais il n'avait pas pensé. Il n'avait pas pensé à mettre ça en place. D'accord ? Donc la loi d'attraction, ça ne vous envoie pas un chèque à la maison dans la boîte à lettres.
C'est pas ça. La loi d'attraction, ça va vous permettre de vous mettre dans une certaine disposition pour souvent trouver un contexte qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Voilà. D'accord ? C'est une petite précision. Hein ? Parce que tout le monde n'envoie pas d'échec à tout le monde. Voilà. Ça serait trop simple. Donc, tout ceci pour vous dire que un être aligné, un être qui se veut du bien-être, il lui a, en plus de la loi d'attraction, il lui arrive des bonnes choses. Et la deuxième chose, c'est que, alors des fois ça ne plaît pas, mais c'est réel, on est responsable de tout ça. De tout ce que l'on vit, on est responsable. Que ça soit dans le bien, comme dans le négatif. Mais comme comme j'explique toujours, nous ne sommes pas influencés que par nous-mêmes. Hein. Il y a notre éducation qui nous a formatés, il y a la société qui nous a formatés, il y a nos parents qui nous ont formatés, il y a ce qu'on appelle gentiment notre mémoire cellulaire qui nous a formatés, il y a notre lignée qui nous a formatés, d'accord ? C'est là où rentre en compte l'étude de la généalogie et entre guillemets du karma. Le karma n'étant simplement que la loi de cause à effet, il n'y a pas de réincarnation dans le karma. Le karma, c'est la loi, je pose un acte et j'en retire un effet. Après, on associe le karma, parce qu'on dit que dans les réincarnations, on le transporte. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de relation, en réalité, entre le karma et l'incarnation. Voilà. Je le précise toujours, parce que les gens, ils font facilement l'amalgame. Voilà. Donc, tout ça, pour vous dire que, déjà, soyez bon avec vous, déjà ça vous met dans une démarche plus facile pour mettre la loi d'attraction en place. Ensuite, essayez d'enlever les parasites. Hein, je vous l'ai redit, pensée limitante, comportement inadapté, critique, mal-être, tout ça. Et il y a aussi une chose, toute résistance renforce le problème. Bon, regarde avec des grands yeux comme ça. Toute résistance renforce le problème. Quand vous résistez à quelque chose, vous renforcez la problématique à laquelle vous résistez. Voilà. Et moi, je le vois bien en consultation. Vous avez des gens qui acceptent, ça passe facile. Vous avez des gens, ils sont dans la résistance, ils vous argumentent toujours pour essayer d'avoir... ils résistent parce qu'ils ne veulent pas aller mettre le doigt où ça fait mal, où c'est gênant. Donc ils résistent. Et de ce fait... ils n'avancent pas. Parce que la résistance, c'est un blocage. Et comme tout blocage, si vous ne vous ouvrez pas, vous ne corrigez rien et vous gardez quelque chose de négatif qui va vous empêcher de mettre les choses en place. Voilà. Et la quatrième ou la cinquième, peu importe le numéro, agissez toujours avec amour. Alors, amour, c'est pas le sentiment, hein. Pas le sentiment d'amour que vous avez pour votre mari, c'est pas ça. Hein. Agir avec amour, ça veut dire agir sans aucune connotation. Voilà. Agir avec le cœur. Voilà. Et cet amour-là, c'est ce qu'on appelle l'amour universel, c'est la puissance créatrice, c'est appelez ça comme vous voulez. On a chacun son terme et son ressenti. Voilà. On devrait, hein, c'est pas toujours facile, mais on devrait être dans cette lignée-là. Et à partir de là, vous pouvez commencer à mettre en place la loi d'attraction. Alors, quand vous avez fait tout ça, pour en revenir à la loi d'attraction, vraiment sa mise en place, le must, c'est d'allier donc la pensée, de penser à votre objectif. Le deuxième, c'est de le visualiser. Le troisième, c'est de l'imaginer. Et le quatrième, alors quand je dis l'imaginer, c'est vraiment l'imaginer, c'est pas l'imagination d'une image, c'est vraiment l'imagination avec tous les sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, que vous trouverez sur le nom de jamais à le dire, de kinesthésie. Voilà. J'arrive, des fois. D'accord ? Voilà.
Donc, il faut absolument, si vous voulez avoir plus de chance dans votre démarche attractive, d'y adjoindre vos sens. Alors vous allez me dire, comment je fais? C'est facile. Par l'imagination, vous pouvez très bien imaginer, je sais pas moi, toucher, je sais pas, une mallette de billets, par exemple, en sentir l'odeur. Voilà. Aussi, vous savez, vous avez des gens, ils sont dans la démarche sentimentale, et c'est plus facile que pour des billets pour vous expliquer. Ils sont dans la démarche sentimentale, soit parce qu'ils sont célibataires, soit pour X raisons, voilà. Et que ce soit moi ou les autres coachs, on les informe toujours jusqu'à aller sentir l'odeur de la personne. Imaginez l'odeur que pourrait avoir la personne qu'il désire, d'accord? Le grain de peau, d'imaginer le grain de peau de la personne. Pourquoi? Parce que ça la rend vivante pour le cerveau, d'accord? Parce que on sait maintenant, grâce aux neurosciences, que le cerveau ne fait en aucun cas la différence entre le vécu virtuel et le vécu réel. Voilà. Pour votre cerveau, c'est pareil. On vous met sur une machine sous un IRM, on vous fait penser que vous buvez un verre de vin, que vous vous régalez, c'est les mêmes zones du cerveau qui vont s'allumer que si vous le buvez vraiment. Donc, de par ce principe-là, si vous imaginez le grain de peau de la personne, si vous imaginez son odeur, si vous imaginez comment elle est, si vous imaginez plein de choses, d'accord, si vous la voyez en imagination, d'accord, si même vous pouvez même imaginer son timbre de voix, pour le cerveau, plus c'est réel et plus il va faire en sorte que ça se passe. Voilà. Donc pour toute chose, si vous pouvez y adjoindre tous les sens, vous serez encore plus apte à créer ce que vous désirez. C'est beau, non? Vous pouvez même, alors, comme on dit entre nous, vous pouvez même avoir la personne déjà virtuellement, d'accord? Et c'est grâce à cette personne virtuelle où vous allez la voir en réalité, au bout d'un moment. Il y a même des gens qui vous racontent qu'ils se mettent à leur parler. D'accord, les célibataires, ils sont seuls chez eux, et non seulement toute cette fabrication imaginaire, en plus, ils poussent encore à avoir une discussion. Alors, c'est sûr, ils parlent pas, ils n'aiment pas, mais ils extrapolent la présence de la personne. Et j'ai quelques hommes qui ont trouvé, une partenaire, enfin une compagne à cette image-là. Moi, j'ai une personne qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps qui m'a dit, écoutez, j'ai imaginé une brune et j'ai rencontré une brune. Il aurait pu rencontrer une blonde, une rousse, ce que vous voulez, mais il m'a dit, j'ai toujours imaginé une brune aux yeux foncés, j'ai rencontré une brune aux yeux foncés. Voilà. Mais vous pouvez très bien, alors je parle pour un homme, pour une femme, mais c'est pareil, une femme pour un homme. Je ne fais pas de sectarisme. Ça marche dans le même principe. Vous imaginez l'homme que vous désirez. Voilà. Maintenant, partez du principe que c'est pas non plus un catalogue. D'accord ? On ne choisit pas. D'accord ? Voilà, parce qu'une fois on me l'a dit, ça aussi, mais alors je vais sur Métic ou sur machin, c'est pareil, je choisis, voilà. Mais c'est pas un choix comme ça, c'est une identification pour votre cerveau, ce qui est différent, d'accord ? C'est votre cerveau qui va construire, voilà. C'est pas un catalogue où on achète, Voilà. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est il y a une autre méthode, vous avez des gens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui se font un tableau de vision. Voilà. Donc notamment, vous pouvez mettre des photos de nana ou d'hommes dessus, mais ça sert aussi, vous pouvez mettre la photo d'une maison qui vous plaît, et de la voir tout le temps,
eh bien, ça va donner à votre cerveau des matières à construire. Parce que avec l'avancée des neurosciences maintenant, il y a une chose qu'on sait aussi par rapport à la loi d'attraction, c'est que la focalisation sur quelque chose active de façon exponentielle son arrivée. C'est pour ça que la loi d'attraction préconise les tableaux de vision, préconise l'imagination, préconise tout ça. Parce que il y a la focalisation, vous savez ce que c'est un focus, hein? Donc maintenant vous entendrez parler beaucoup, je vous dis focus parce que les gens ils ont raccourci, hein? C'est plus focalisation, c'est trop long, c'est focus, voilà. C'est faire focus sur quelque chose, c'est-à-dire c'est concentrer son attention sur quelque chose que l'on désire. Mais ça fait partie de la loi d'attraction. Parce que le cerveau, plus vous allez focaliser, et plus il va en faire une fixation. Mais ça marche aussi dans le côté négatif. Hein, d'accord, hein? Moi, je vois plus de côté négatif que de positif. Ouais. Donc pensez que chaque fois où vous focalisez sur quelque chose de négatif, c'est pareil. Vous allez le faire arriver et vous le renforcez. Donc d'où la priorité de moduler vos focalisations. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, le monsieur qui est très jaloux, il focalise que là-dessus. Et elle va rencontrer quelqu'un, et elle est avec quelqu'un, et quand elle arrive, pour lui, dans son cerveau, sa femme, elle a trompé. Voilà. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Parce que pour lui, le scénario qui s'est monté, sa femme, elle a rencontré quelqu'un. Donc forcément, quand elle rentre, elle a droit à une scène de l'acte 12. D'accord ? Voilà. Alors, il y a un autre petit outil dont vous pouvez vous servir dans des cas comme celui, je ne dis pas que vous êtes jalouse ou jaloux, mais vous avez un outil qui est dans des cas comme ça, dans des cas de stress, peu importe l'origine, c'est je ne pense pas, j'en sais rien et je n'y crois pas. Voilà. Ça calme déjà. Et quand le fait se présente, de cette manière-là, vous pouvez analyser le fait sans avoir un scénario émotionnel derrière. D'accord ? Parce que toute pensée, ce que je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous le savez, toute pensée est précurseur d'émotion. Hein, d'accord ? Ce monsieur-là, quand il s'est fait son scénario, il a un pactage d'émotions derrière qui fait que quand sa femme elle est arrivée, ça s'est mal passé. D'accord ? Donc, il est très utile aussi de savoir que toute pensée est porteuse d'émotions et que ces émotions, elles vont vous faire, à contrario, faire venir des pensées qui vont être négatives. C'est toujours dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose qui est négatif, vous allez avoir une émotion, et ces émotions, elles vont vous faire penser à des choses négatives et vous ruminez, et puis vous arrivez à des extrêmes. Donc, nous, on a un outil, quand il y a quelque chose qui est vraiment ennuyeux, vous dites, je ne sais pas, je n'y crois pas, et je pense pas. Et quand la chose, elle se présente, à ce moment-là, vous êtes apte à avoir une vision déjà un petit peu plus réelle et moins empreinte d'émotions négatives. D'accord ? Donc quand sa femme elle se présente à la maison, bonjour chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Voilà. Puis sa femme elle va lui dire ce qu'elle veut, quoi. D'accord ? Mais au moins il n'y a pas ce cortège d'émotions qui va lui arriver dessus. C'est bon chérie, t'as pas eu un souci, j'espère, ou voilà, ou j'en sais rien moi ce que vous pouvez dire. Ça va, t'as passé une bonne journée, voilà, bon. C'est déjà beaucoup plus light, il n'y a pas de connotation négative. Et les deux, ils vont se sentir légers dans l'histoire. Le mec, il va pas ruminer 2 heures, hein, quand il arrive, il a envie de la mordre, et elle va pas s'en prendre plein la figure quand elle va rentrer à la maison. Voilà. Et après, vous pouvez toujours discuter. Alors, quand on discute de manière adaptée, vous connaissez la CNV ? Ça vous dit quelque chose ? La communication non violente ? Non ? Bon. Alors, je vais juste vous en dire un mot pour que vous compreniez bien. Quand on discute avec
quelqu'un dans des situations, je vais dire, qui sont un peu difficiles, déjà, on évite de mettre l'autre à contribution. C'est-à-dire, ouais, toi, t'as fait ça, on l'enlève, c'est porteur d'agressivité. Donc, on va dire à l'autre, écoute, moi, mon besoin, c'était ça, et je ne suis pas satisfait dans mes besoins. Donc, l'autre, il ne se sent pas attaqué, et il va vous répondre de manière non agressive. Et après, vous pouvez demander à l'autre, bon, et toi, quels sont tes besoins? Voilà, ou quels ont été tes besoins? Et après, vous discutez sur les besoins de chacun, mais sans prendre l'autre partie de manière active. Comprenez? C'est clair? Oui. Bon, ben voilà. Donc la CNV, c'est ça. Si vous entendez parler de CNV, c'est toujours ne pas mettre en exergue l'autre. Vous parlez de vos besoins, vous parlez de vos processus personnels, vous dites voilà, moi je suis pas satisfait, je suis pas ci, je suis pas ça, mais sans dire c'est ta faute. C'est voilà, moi j'ai ces besoins-là, voilà, toi quels sont tes besoins, et après vous discutez sur les besoins de chacun. Maintenant, il y a vraiment des contextes où ça suffit pas ça. D'accord? Il y a vraiment des contextes qui sont très tendus, très émotionnels. Donc il y a, enfin nous on a mis, quand je dis nous, c'est avec un collègue, on conseille toujours aux gens, quand vous êtes dans une situation émotionnelle où vous voyez que la démarche CNV ou autre communication non violente ne fonctionne pas, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous en allez tout seul. Voilà. Vous allez prendre l'air 1 heure, 2 heures, 3 heures et vous revenez quand la cafetière elle bout plus. Voilà. Parce que des fois, même la CNV, ça fonctionne pas. On est tellement dans un état émotionnel grandissant que voilà. Mais prendre une porte et s'en aller, on peut toujours. Juste en disant, écoute, je suis trop en ébullition, on discute après. Voilà, vous allez boire un coup, vous allez au cinéma, vous allez où vous voulez, vous allez vous calmer, vous allez faire une séance de sport, voilà, et vous revenez après. Voilà, j'ai même eu des cas où il y a un des deux protagonistes du couple, parce que c'était très tendu, c'était un divorce, il y avait les enfants au milieu, il y avait de l'argent, enfin, ce truc faramineux. Donc j'ai conseillé à la dame, parce que c'était elle qui était la plus sous l'emprise d'émotions très très fortes, de partir une petite semaine toute seule, en vacances, et de discuter après. Mais quand elle est revenue, ils ont pu discuter. Bon, je ne vous cache pas, elle est partie 2 fois entre-temps. Parce que c'était vraiment... voilà. C'est une personne qui était déjà vraiment dans l'émotion de construction, donc ça, c'est... Voilà. Mais ça en réalité, ça s'est très bien passé. Alors, l'acte, un divorce, c'est toujours très ennuyeux, mais voilà, ça s'est passé de manière, je vais dire, adaptée et sans crise extrême et tout ça. Voilà. Donc, quand la CNV ne fonctionne plus, eh bien, petit voyage, petite promenade, et quand la tension, elle redescend, voilà. Après, vous pouvez discuter. Voilà. Donc, si vous voulez mettre une loi d'attraction en place, eh bien, il est bon de faire ça. Alors, vous savez, je dis toujours aussi aux gens quelque chose. L'être humain, de par notre construction, il a toujours une petite tendance à aller vers la facilité. D'accord? C'est comme on dit, c'est humain. Voilà. On préfère le côté facile au côté difficile. Voilà. Et on a remarqué, alors toujours, quand je ne vous dis plus les études en neurosciences, mais on a remarqué que les gens qui réussissent, alors là je vous parle argent, je vous parle professionnel, même artistique, sportif et tout ça, on a remarqué la chose suivante, que les gens qui réussissent, ce sont toujours au départ des gens qui n'ont pas peur de l'effort, quel qu'il soit. Alors pour le sportif, ça va être un effort physique, mais pour le
Le grand patron, ben, ça va être un autre genre d'effort, ça va être des longueurs de travail, ça va être... voilà, mais tout le monde est d'accord, à l'heure actuelle, après diverses études et par expérience, que ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui sont dans la facilité. Parce que foncièrement, on ne peut réussir que quand on pose des actes. Voilà. Donc les gens qui ont du mal à poser des actes et à se bouger, eh bien, ils réussissent moins que ceux qui sont dans l'effort. D'accord ? Et nous, on a une très belle image. Vous savez, ces gros fauteuils en cuir anglais, là. Voilà. On est très bien dedans. Vous allez là. Voilà. Eh bien, pensez toujours que le fauteuil, il doit être en rapport de l'effort. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si vous allez dans le fauteuil sans effort, ben, il ne vous arrivera pas grand-chose. Voilà. Si vous préférez, si vous avez des gens qui sont construits dans la sécurité, donc ils ont une facilité à aller se mettre dans l'effort et à ne pas se mettre, je vais vous dire, à sortir de la zone de confort. Et on remarque que toutes les études qui ont été faites, elles sont vraiment à 100% d'accord dans le fait que les gens qui réussissent, alors loi d'attraction en plus, les gens qui réussissent vraiment, ce sont des gens qui sont dans l'effort. Voilà. S'il n'y a pas d'effort derrière, que ce soit dans quoi que ce soit, eh bien, la réussite, elle est vraiment moindre. Et des fois, même des gens qui ont... vous savez, on a toujours tendance à croire que les gens qui réussissent, ben, c'est arrivé tout seul. Vous savez ? Ils ont beaucoup de qualité. On croit qu'ils ont beaucoup de qualité. Voilà. On se dit toujours, ah ben lui, oh ben oui, non, ben lui il avait ses parents, ben lui il avait ci, lui il avait là. Alors moi je vais vous citer un exemple que je connais bien, d'un patron restaurateur que j'ai eu en coaching, à Nice, hein, voilà. Je ne dirai pas les noms des restaurants. Ce jeune homme, il a hérité de son père une belle affaire sur Nice. Voilà. Il y a plusieurs restaurants. Enfin, au départ, pour vous dire la vérité, il y avait deux restaurants. Voilà. Son père lui a légué clé en main. Bon, déjà, quand il y avait son père, il s'est retiré gentiment, petit à petit, et c'est lui qui a pris les rênes. Hein, voilà. Donc, petit à petit, il s'est formé. Voilà. C'est un monsieur que je connais bien. Et maintenant, il a 5 restaurants sur Nice. Vous voyez ? Il ne s'est pas contenté de gérer l'affaire que le père lui a laissée, il est allé dans l'effort, et de 2, il en a fait 5. D'accord ? Mais même quand son père était là, c'était un garçon qui était dans l'effort. D'accord ? Et il a réussi. Il a réussi quand il y avait son père, et quand son père est décédé, malheureusement, eh bien, il a continué à réussir. D'accord ? Alors que vous verrez des gens qui sont dans la zone de confort, et j'en ai vu, qui ont été à peu près dans le même cas, qui ont profité de l'élan de la famille, et qui, quand la famille n'était plus là, ils ont tout perdu. Parce qu'il n'y avait pas l'effort derrière. D'accord ? Donc la réussite, elle est toujours enclin d'un certain effort. Et surtout, comme on appelle ça, sortir de la zone de confort. Il est utile pour l'être humain, déjà pour son évolution personnelle, de temps en temps, alors si vous n'êtes pas dans le tri, mais de temps en temps, de sortir de la zone de confort. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez évoluer personnellement. Si même en mettant la loi d'attraction en place, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ben votre loi d'attraction, elle ne va pas être attractive du tout. Voilà. Donc, il est utile de sortir de votre fauteuil. Comment vous avez dit ? Chesterfield. Voilà. J'aime bien ce mot. D'accord ? Donc, ceci étant dit, il y a aussi quelque chose que je vous ai mis un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est de regarder bien au fond de vous
cette dualité qui se passe souvent et que je vois souvent en coaching, puisque c'est une des raisons pour lesquelles viennent me voir les gens. C'est ce qu'on veut mentalement et ce que l'on veut intérieurement. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent, voilà, moi je veux ça, et puis à l'intérieur, ça dit le contraire. Et ça existe chez beaucoup de gens. C'est normal, Jung en parlait aussi, bon, je vais vous le dire de manière normale, et après je vais vous l'expliquer un petit peu de manière un peu plus psychologique. C'est la dualité dont tous les êtres sont dotés. Alors pour Jung, lui, il a mis ça sous l'appellation de la part d'ombre. Alors ceux qui ont fait un peu de psycho et surtout de Jung, la part d'ombre, c'est quelque chose que l'on a en nous, dont on n'est pas conscient et qui est antagoniste à notre partie lumière. C'est pour ça que Jung appelait ça la part d'ombre. D'accord ? Et donc c'est notre conscient en réalité. La partie lumière c'est notre conscient, la part d'ombre c'est notre inconscient, et des fois il y a un désaccord entre les deux. Et ce désaccord on le cerne très bien parce qu'il y a un mal-être. D'accord ? Les gens qui sont dans le mal-être et qui ne savent pas pourquoi, des fois on vous dit je suis pas bien, je ne sais pas pourquoi. Mais en réalité oui, on sait pourquoi. Enfin, quand on s'intéresse à ça, on sait pourquoi. On sait qu'il y a une dualité entre le conscient et l'inconscient. Donc cette dualité qui n'est pas matérialisée crée un mal-être. Alors, Jung disait, pour annihiler ce mal-être, il faut amener et accepter notre part d'ombre et l'amener à la lumière, c'est-à-dire au conscient. C'est pas de l'ésotérisme, hein. Ça s'appelle comme ça, c'est pour bien diversifier les choses. Mais de toute manière, je vous dis que c'est pas ésotérique, mais ça l'est un petit peu parce qu'on le retrouve dans tous les arts ésotériques. En astrologie, vous avez le soleil et la lune. La lune, c'est la part d'ombre, et le soleil, c'est la mise en lumière des choses. D'accord ? Dans le Yiking, vous l'avez aussi. Dans les tarots, vous l'avez aussi. D'accord ? Donc, on trouve toujours ces archétypes psychologiques de partout. Parce que ça fait partie de l'être. Donc, tous les outils qui s'intéressent à l'être, vous avez ces correspondances de dualité. Donc, ça aussi, pensez-y, parce que c'est un petit peu plus caché, c'est un petit peu plus difficile à déceler chez nous, hein, dans notre intérieur, ce petit désaccord qui crée souvent un gros mal-être, hein, d'accord ? Donc, je ne sais pas quelle idée c'est pour les questions comme. Parce qu'après, comme là, il faut partir vraiment à l'heure, donc si vous avez des questions, profitez-en. Sans ça, si vous n'en avez pas, je vais continuer à vous raconter des histoires. Avez-vous des questions ? Donc, tout a été clair. Alors, c'était pas la pizza, non, vous avez parlé ? Là ? Le restaurant. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que je pensais. De quoi ? C'est pas les pizzas ? Par curiosité. Les pizzas ? Ouais. Non. C'est pas le Québec. Voilà. Je vous dirai pas le nom. Voilà. Mais soit. C'est inconscient, vous me disiez, comment faire ressortir cet inconscient ? Par rapport au mal-être. Si vous avez un mal-être que vous. Vous n'en avez pas conscience, donc comment aller le chercher ? Je vous expliquais. Si vous avez un mal-être que vous ne pouvez pas identifier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre votre inconscient personnel, c'est pour ça que je précise personnel, et votre conscient. Donc, il est utile de voir dans les domaines où il y a ce mal-être, déjà. Une fois que vous avez déterminé le domaine, vous regardez comment il se met en place. Comment ça se met en place ? Par quel stratagème vous êtes dans ce mal-être ? Ensuite, vous regardez les contextes. Et de par ces trois facteurs-là, il y en a un quatrième, c'est l'effet miroir des gens. D'accord ? Parce que les gens que vous avez autour de vous, ils ne sont pas là pour rien. D'accord ? Ils font effet miroir, c'est-à-dire ils vous renvoient ce qui ne va pas chez vous. Vous savez que
vous le savez pas, mais une relation privée, c'est-à-dire quand vous êtes avec un compagnon, d'accord, vous choisissez pas. Alors, moi, j'aime bien l'image de l'amour, de la chandelle, du repas romantique, tout ça, j'aime bien ça aussi, mais en réalité, on rencontre les gens parce qu'ils nous font effet miroir de quelque chose, d'accord, que l'on a en nous. Et Jung, il le définissait par un autre schéma, c'est la part d'anima et d'animus que l'on a chacun en nous, et on rencontre des gens qui mettent en exergue ces parts-là, d'accord. Donc, ce que vous renvoient les gens, si on vous renvoie des choses qui ne sont pas adaptées, ben c'est là que vous avez à chercher. Hein, donc ça fait quatre sources de voir ce qui ne va pas. L'effet miroir des gens, les contextes, le domaine où ça ne va pas, et puis quel genre de mal-être vous avez. Voilà. Et de par ces indices, vous savez, c'est comme une enquête policière. Avec ces indices-là, voilà. Maintenant, vous pouvez aller voir une personne dans mon genre, et de par, il y a d'autres outils qui se rajoutent à ces quatre-là, c'est le décodage verbal, c'est les mots que vous employez qui vont donner des indices à la personne pour décoder ce qui ne va pas chez vous. D'accord ? Gestuel aussi, oui. Donc vous avez des gens qui par exemple, ils viennent en consulte et puis ils sont là, c'est durant toute la discussion, ah oui mais là je suis pas bon, ah oui mais là je peux pas, ah oui mais là j'y arrive pas. Donc là vous savez que la personne c'est une négativo dévalorisée. Donc le mal-être il vient de là. Il faut lui réintégrer une valeur d'être. Parce que en réalité, la valeur, c'est pas la valeur que vous donne ni votre activité professionnelle, ni la famille d'où vous venez. On a tous une valeur intrinsèque, et on a tous la même, on a tous une valeur en tant qu'être. D'accord ? Voilà. Donc, normalement, quand on est bien centré, on ne peut pas être dans la dévalorisation, puisqu'on a tous la même valeur en tant qu'être humain. Voilà. Stop. Notre valeur réelle, pas la valeur, pas ce que j'appelle la valeur ajoutée par l'étiquette sociétale, le métier, le machin, ou tout ce que vous voulez. On a tous la même valeur d'être humain. Voilà. Et donc, on n'a aucune raison de se dévaloriser par rapport à l'autre. Parce que vous allez déjà me dire, ah oui, mais lui, il est plus intelligent. Je dis, non, il n'est pas plus intelligent. Lui, il a des potentiels dans ce domaine-là, et vous en avez dans d'autres. Et la dévalorisation, c'est quoi ? Ah oui, mais lui, son domaine, il est mieux, ou lui, il a plus de potentiel, et la personne, elle se met dans un schéma. C'est pareil, c'est des pensées qui déjà vont annihiler la loi d'attraction, et c'est des pensées qui vont l'annihiler elles-mêmes. Donc, il est utile de l'informer sur le fait que la valeur d'un être humain, c'est ni sa position dans la société, c'est ni la grandeur de la maison, c'est ni le genre de voiture qu'il a, la moto, ou cherchez ce que vous voulez, ou le compte en banque qu'il a. La valeur d'un être humain, c'est que c'est un être humain. Voilà. Et on a tous la même. Voilà. Maintenant, partant de ce principe, on est différents. Et la deuxième action à faire conscientiser à la personne, c'est qu'on est tous des êtres différents et que de par cette différence, il n'y a aucune utilité ni de comparer deux êtres humains, ni de juger deux êtres humains, puisqu'on est différents. On ne peut juger et que comparer que de choses similaires. D'accord ? Mais là, on est tous différents. Mais tous. Il y a 7 milliards d'êtres humains, bientôt, je ne sais pas combien. Eh bien, on est 7 milliards d'êtres humains différents. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Et du moment où il n'y a pas de jugement à avoir, il ne peut pas y avoir de dévalorisation, puisqu'on ne juge rien. Et je vous engage déjà, si vous voulez réussir votre loi d'attraction, à sortir du jugement. Parce que ça, c'est très répandu aussi, depuis qu'on est tout petit, que tu sois premier à l'école pour ci, il faut que tu arrives avant l'autre pour ça. Je sais bien, puisque j'ai été dans un cursus de compétition, il faut toujours être le meilleur. Mais en réalité, on n'est jamais heureux quand on cherche toujours à être le meilleur, parce qu'il y en aura toujours un qui veut aussi être le meilleur. Donc vous savez ce qu'on dit dans le sport, hein. Dans le sport, on dit, le champion du monde, il est champion du monde. Maintenant, à cette seconde-là, vous le remettez 2 secondes avant, 2 secondes après, peut-être il aurait perdu.
Donc le champion du monde, il est champion du monde à la seconde où il est champion du monde. Après, c'est fini. D'accord? Donc, il n'y a il n'y a rien qui est licite pour dire que on est meilleur ou que tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la société parce que il faut une échelle de valeur pour que certains puissent prendre pied sur d'autres. Et d'où rentre la dévalorisation. Voilà. Mais en réalité, on a tous la même valeur. C'est tout. Voilà. Après, ce sont tous des critères qui sont rapportés de manière subjective et inutile. Voilà. Parce qu'en réalité, quand vous étudiez les règnes de la nature, eh bien, vous apercevez que tout a son utilité. Voilà. Mais tout. Et qu'en plus, on est tous faits de la même matière. Donc, on est vraiment... il n'y a pas question d'être dévalorisé. C'est tout. Après, ce ne sont que des critères subjectifs. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a cette personne, elle est différente de celle-là. Donc, c'est tout. Voilà. Et quand on arrive à concevoir la différence, je vous garantis qu'on vit beaucoup mieux. Voilà, plus de soucis. Avec rien. Parce que justement, on sait que c'est différent. Donc, on ne peut rien mettre dessus. On est différent. Donc, si vous acceptez la différence, c'est tout. Voilà. On est différent. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'abus d'autorité non plus. Parce que les gens qui font de l'abus d'autorité, ça aussi, c'est pour la loi d'attraction, ce sont des pensées horribles. Vous savez, c'est « Ah ouais, tu devrais faire ça comme ça. » Et si moi j'ai envie de le faire comme ça, ça engage que moi. D'accord? Si après je viens vous demander « Tiens, file-moi un coup de main, comment je peux faire... » Voilà, à ce moment-là, vous, comme on dit gentiment, vous ramenez votre science, la vôtre. Mais sans ça, vous savez, on est 7 milliards, il y a 7 milliards de vérités. Voilà. Si moi je veux poser la bouteille là, on fait faire ça à 7 milliards, on va tous la poser de manière différente. Voilà. Donc on n'a aucune raison de dire quoi que ce soit à quelqu'un, sauf si on nous demande notre vérité. Et encore, notre vérité, elle est modulable à toutes les secondes. Parce que moi, la vérité que j'ai maintenant par rapport à mes ressources, elle va être différente dans 10 minutes. Parce que le vécu, parce que plein de choses, les rencontres, vont me faire moduler ma vérité de l'instant. Donc vous avez l'azote, voilà. Et les partages comme ça, comme on fait là, ça sert juste à moduler nos vérités de manière à se dire, tiens, ce que j'ai dit ou ce que la demoiselle a dit, tout ça, tiens, ça me fait résonance, peut-être qu'elle a raison, d'accord? Mais le fait de dire, tiens, tu devrais faire ça comme ça, en psycho-comportemental, c'est de l'abus d'autorité. Entre adultes, je dis bien entre adultes, on n'a en aucun cas à dire à l'autre ce qu'il a à faire. Et vous retrouvez ça dans les couples, c'est une des causes d'annihilation du couple. Voilà. Vous avez des gens en couple qui sont dans l'abus d'autorité tout le temps. Mais ça peut se traduire par un maternage excessif aussi. Oh tiens chérie, t'as pris ton parapluie, il pleut. T'es pas adulte pour savoir si tu dois prendre ton parapluie. Tiens, pense à te couvrir parce qu'il fait froid, Voilà. Après, vous pouvez verbaliser la chose sans être dans l'abus d'autorité en disant, tiens, aujourd'hui il fait froid, moi je vais mettre ma veste. Si l'autre, il veut mettre sa veste, il la met, et s'il veut pas la mettre, il la met pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les couples où il y a ce genre de maternage ou ce genre d'abus d'autorité, moi j'en ai, et au bout d'un moment, ça vraque. C'est pas possible. C'est pas fait pour ça. Une relation d'être à être, on est sur la même chose, et j'ai en aucun cas, parce que en réalité ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai un vécu que je vais concevoir qui est meilleur que le vôtre, donc je vais vous dire comment il faut faire. Voilà. Et vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce que vous avez à me dire? T'es meilleur que moi. Comprenez, ça engendre plein de choses dans la relation d'être à être. Après, on peut partager nos vécus, on peut partager notre manière de voir les choses. Ça, oui. Mais en aucun cas, on a à dire à quelqu'un ce qu'il a à faire. Après, si vous allez voir un coach, si vous allez voir un médecin, si vous allez voir quelqu'un, ou c'est vous qui demandez quelque chose, à ce moment-là, on va vous renvoyer une information et vous donner une information en rapport de votre demande. D'accord? Ça, c'est licite.
Mais de dire à l'autre que ça soit en amitié, que ça soit en couple, ou que vous avez votre collègue de travail qui regarde ce que vous faites, qui dit tiens, tu devrais faire ça comme ça, tu dis attends, pourquoi je suis con, moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ah. Parce que après ça inclut une prise de pouvoir, vous imaginez pas ce qu'il y a derrière. D'accord? Quand on l'étudie, on sait ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai, quand on vit de tous les jours, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait juste que c'est désagréable qu'on vienne nous dire ce qu'on a à faire. Ou quand votre mari, il vous dit, tiens, mets ta veste, ou je sais pas, si vous êtes une personne centrée, vous allez lui dire, attends, je suis grande pour savoir si j'ai froid ou si j'ai chaud quand même. D'accord? Alors, je vous cite des exemples un petit peu poussés, mais ça pourrit un couple, ça. Hein? D'accord? Donc, exprimer ce que vous ressentez, oui, c'est tout à fait licite, mais pas dire aux autres ce qu'ils ont à faire, là, ça l'est plus. Hein. Après, comme je vous dis, vous pouvez très bien dire, bon ben moi j'ai froid, je vais mettre ma veste. Si votre mari, ça lui fait résonance, il va se dire, tiens, ouais, c'est vrai, il fait froid, mais il va mettre sa veste. Voilà. Ça, c'est un rapport d'être à être tout à fait normal. Après, vous avez des exemples extrêmes. Vous avez le mari qui appelle la femme maman, par exemple. D'accord, là, vous savez que vous êtes dans quelque chose qui a besoin d'être remis à sa juste place. D'accord? Hein? Ou la femme qui appelle son mari bébé. Il y a juste aussi une inversion, d'accord, une inversion de place. Le décodage verbal, c'est ça. Vous avez tout des expressions comme ça qui vous indiquent dans quelle problématique vous êtes. Et les gens, ils s'en aperçoivent pas. Hein? D'accord? Voilà. Et si je peux rajouter la cerise sur le gâteau, n'oubliez pas la peur hein, dans tout ça. La peur, elle est inhibitrice de tout. Hein. Je crois que la peur, c'est ce qui empêche tout. Voilà. Alors, hein? Vous avez pas un outil pour gérer la peur? Oui. J'allais vous le donner. Alors, la peur, elle est inhibitrice parce que il est utile mais parce que ça c'est constitutionnel la peur. Depuis tout petit, on vous dit t'as peur. Donc votre cerveau, t'as peur, voilà, c'est tout. Mais en réalité, on vous explique pas et on vous dit pas la différence qu'il y a entre la peur et la crainte. Parce que en réalité, à notre niveau de vie, on devrait dire voilà, je crains. Parce que la crainte n'est pas inhibitrice, elle est juste protectrice. D'accord? Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Voilà. J'ai peur de traverser la route. Ben, vous n'allez pas la traverser, la route. D'accord? Si vous avez peur, vous allez rester sur le trottoir pétrifié. Des fois, voilà. Et vous ne bougez plus. Voilà. Ça, c'est la peur. Donc, elle est inhibitrice, elle empêche tout, voilà, tout ça. Voilà. Tandis que si vous êtes dans la crainte de traverser la route, vous allez regarder à droite, vous allez regarder à gauche, vous allez regarder même en haut, s'il faut, ou en dessous, et puis vous allez traverser. Là, vous êtes dans la crainte. Donc la crainte est mère de sûreté, quelque part. D'accord? Donc ça ne vous empêche pas de faire les choses, mais ça vous rend prudente. Et ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors que la peur, elle vous empêche d'avancer. La peur, elle vous cloue sur le trottoir, et vous n'irez pas au-delà. Voilà. Donc, il est utile, quand vous avez des peurs, de les remplacer par de la crainte. Ça fait presque la même chose, ça vous rend prudente, mais en plus ça vous rassure et ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. La crainte. Donc il faut habituer votre cerveau. Vous savez comment ça marche dans le cerveau? Quand on se rabâche quelque chose depuis un certain temps, ça crée un réseau neuronal. Et ce réseau neuronal, c'est une référence. Donc chaque fois que vous allez faire un truc, j'ai peur. Dans un domaine bien précis, vous allez, j'ai peur. Parce que le cerveau, pour lui, c'est un automatisme. D'accord? Il a une case référence, un réseau neuronal. J'ai peur. Voilà, dans ce domaine, j'ai peur. Donc au fur et à mesure, vous faites un petit pas, vous ne traversez pas la route entière, vous faites un petit pas. Et vous dites, voilà, j'ai plus peur, je suis dans la crainte. Ou alors, ça c'est la première, c'est pour pas trop booster votre cerveau. Et la deuxième fois, vous dites, voilà, à partir de maintenant, je suis dans la crainte. Donc je regarde droite, gauche, et je fais un pas, même si vous revenez sur le trottoir. C'est juste pour qu'à la longue, vous remplaciez le réseau neuronal, là, dans le domaine où il y avait la peur, en mettant de nouvelles données, c'est la crainte sur ce réseau neuronal, ou de fabriquer, votre cerveau fabrique un autre réseau neuronal.
avec la crainte. Et petit à petit, à force de faire un pas et de voir que vous êtes vraiment dans la crainte, eh bien, au fur et à mesure des pas, non seulement vous allez arriver à traverser la route, mais en plus vous aurez fait un nouveau réseau neuronal qui va mettre crainte à la place de peur. Voilà. La peur, elle est réservée que toujours pareil par rapport à quelque chose qui va mettre votre vie en jeu. Parce que la peur, elle va déclencher le stress. Et on a 3 manières de réagir au stress. C'est l'agressivité, de faire la course, de courir le plus vite possible, ou alors de faire le mort. Voilà, c'est les trois manières dont notre cerveau limbique nous permet pour sauver notre vie. D'accord ? Soit, si on peut courir, on va courir. Si on est acculé à un mur, eh ben, on va rentrer dans l'objectif. Et si c'est un gros monsieur très large, tout ça, qui fait très peur, eh ben, on va faire le mort, en espérant qu'il va passer son chemin. Voilà. C'est les 3 réactions de sauvegarde qu'a l'être humain. Mais ça, c'est vieux, hein, on est constitué comme ça. Donc, il ne faut pas mettre ce système-là toujours en marche. C'est pour ça que la crainte est utile. Dans la crainte, vous pouvez avancer. Avec la peur, vous n'avancez pas. Voilà. Donc, quelque domaine que ce soit, pensez à la crainte. Parce que la crainte, elle va vous faire mettre en place des sécurités, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Les gens qui sont dans la peur, malheureusement, ils n'avancent pas. Ils restent, et en plus, comme ils n'avancent pas, ils restent dans leur peur, et puis et ça prend des proportions énormes. Donc habituez-vous, ne faites pas la chose, même si ça vous est au départ difficile, ce qui est tout à fait normal, mais vous faites un petit pas. Vous savez ce qu'on dit en Orient, ce qui compte, c'est pas d'atteindre le sommet, c'est le petit pas que vous faites pour y arriver. D'accord ? Voilà. Donc partant de ce principe-là, vous pouvez surpasser vos peurs. Après, si c'est des phobies, c'est plus pareil. Ça demande une intervention autre. Voilà. Mais ça fait partie du processus. Hein. Voilà. Maintenant, après, il est aussi utile, quand on met ça en place, de chercher d'où vient cette peur. Si c'est une peur de l'enfance, si c'est des expériences traumatiques, si c'est... Bon, après, il faut creuser la chose. Mais basiquement, comme ça, remplacer la peur par de la crainte. Parce que dans nos sociétés, on emploie facilement le mot peur au lieu de dire craindre. Au lieu de dire je crains, c'est tout le temps j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et votre cerveau, il enregistre j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et puis il vous fait un gros j'ai peur. Et chaque fois que vous ouvrez les yeux, j'ai peur. Vous avez la pancarte, j'ai peur. Voilà. Et vous avancez pas. D'accord ? Est-ce que par rapport à la question, c'est nécessaire d'avoir un objectif précis? Est-ce que le fait de demander quelque chose qui nous convienne et qui nous fasse du bien et qui soit en cohérence avec ce qu'on est-ce que ça peut être suffisant pour attirer une des possibilités qui nous rendra épanouis? C'est suffisant, après tout dépend de la question. Mais partez du principe que plus vous allez focaliser sur une demande, et plus elle va être entendue. C'est une image, hein. Mais la focalisation, à l'heure actuelle, avec toutes les études neurosciences, tout ça, là, la focalisation, pour faire arriver quelque chose, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Plus on focalise, et plus on donne de l'importance. Et c'est pour ça que ce qui arrive actuellement dans notre société, on le médiatise trop. Pourquoi ? Parce qu'on fait focus dessus. Et plus on fait focus, et plus on lui donne de l'importance. Et plus on lui donne de l'importance, et plus il va en avoir. Voilà. Donc, si vous désirez quelque chose, même si vous êtes bien cohérente, si vous focalisez en plus, maintenant vous pouvez focaliser sur un état, mais c'est pas aussi performant que de... Vous savez, un focus c'est quoi ? C'est déjà de mettre son attention dessus, et en plus, si vous arrivez à le conscientiser, ça arrivera que plus vite. Après, plus c'est précis, plus on a de chance Bien sûr. en décalage par rapport à tout le reste. Ah. Mais
Enfin, le must, c'est d'être précis et d'être vraiment en cohérence avec soi-même. Voilà, pour que ça se passe. Vous savez, vous avez des couples, par exemple, je vous parle de couples parce que bon, c'est quelque chose qu'on vit tous. Ben, vous avez des gens, ils viennent me voir, alors, à deux, et voilà, on voudrait avoir une relation plus épanouissante. Voilà. D'accord. Bon. Mais épanouissante, c'est quoi? Parce que épanouissante, c'est large. Donc on rentre dans un schéma d'apprentissage de la précision de ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Mais vous avez des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc la loi d'attraction ne peut pas marcher. Déjà, pour faire marcher la loi d'attraction, comme je vous l'ai dit, il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, la loi d'attraction ne peut pas marcher puisqu'elle vient de nos pensées. Donc si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas penser ce qu'on veut. Et si on ne peut pas penser ce qu'on veut, on ne l'aura pas. Voilà. Vous comprenez? Donc partant de ce principe, il est utile de préciser, et comme je vous ai dit, les 5 sens, tout ça, si vous pouvez, et tout ça, eh bien, ça peut le faire. Après, on peut se dire, et je sais que je l'ai expérimenté, on peut se dire, tiens, moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être dans le bien-être, enfin, j'ai envie d'être bien. Mais à ce moment-là, c'est plus des corrections comportementales et mentales qui vont nous amener dans un état de bien-être. Déjà, quand vous jugez plus, quand vous comparez plus, quand vous savez parler aux gens, quand vous n'êtes plus dans l'abus d'autorité, quand vous n'avez pas de peur, déjà, quand vous enlevez tout ça, on marche en lévitation. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, après, vous avez des gens aussi, vous savez, le mental, il peut créer plein de choses. Hein. Alors, je ne sais pas si je vous le dire comme ça. Vous avez des gens, quand ils sont dans la peur, parce que quand on est dans la peur, on est dans l'insécurité. Hein? Voilà, on ne ressent pas la sécurité. On ne se sent pas en sécurité, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se créer une fausse sécurité. Voilà. Alors, vous avez des gens qui s'enferment dans des maisons avec des miradors, avec des alarmes partout. D'accord? Voilà, par exemple. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Mais ils ne se sentent pas en sécurité, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Voilà. Après, il y a d'autres stratagèmes beaucoup plus physiques sur physique. Voilà, de gens qui sont dans l'insécurité. Mais il est plus vous précisez les choses pour votre cerveau, et mieux c'est. Voilà. Parce que le cerveau, il ne fonctionne que comme ça. Si vous êtes vague, eh ben, il va vous faire quelque chose de vague. Pensez toujours à ça. Si vous faites quelque chose de très précis, il va vous donner quelque chose de très précis. Enfin, il va vous construire quelque chose de très précis. Voilà. Donc, autant demander quelque chose, autant que ça corresponde au maximum à ce que l'on désire. Voilà. Et là, après, vous rentrez dans le développement personnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, pourquoi, voilà. Et partant de ce principe-là, eh bien, ce qui est formidable, c'est que vous commencez à vous intéresser à vous-même. Et si vous commencez à vous intéresser à vous-même, eh bien, vous commencez à devenir acteur de votre vie. Et là, ça ouvre des portes infinies. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.